Et il y a une interview tout à fait intéressante dans votre livre de quelqu'un qui dirige un musée à Bruxelles. Et c'est un musée de l'Europe, justement. L'Europe, déjà, on peut arrêter à son musée, l'Europe comme ça. Mais c'est pas sûr, parce que effectivement, ce musée européen de Bruxelles a beaucoup de mal à se mettre sur pied, enfin, à se mettre dans... Quelles sont les difficultés, justement, pour mettre ça... Il y a eu des tas de difficultés qui se sont posées au fur et à mesure. Je crois que l'idée du musée européen, c'est une idée qui est a priori une bonne idée, mais qui en même temps, à l'expérience, s'avère difficile parce que le modèle de ce musée, plus ou moins inconsciemment, c'est le modèle des musées nationaux. Donc on va chercher des symboles, on va chercher une histoire commune, on va chercher une culture commune, etc. Donc sur le modèle, les États-nations au XIXe siècle se sont construits autour de symboles culturels, d'emblèmes culturels, de mythes historiques, etc. Et notamment mis en muséographie, mis en histoire, enfin en livres. Et c'est un peu ce modèle-là qui est évidemment ressurgi forcément. Il est difficile de se dégager de ce modèle-là. Or, ça ne marche pas pour l'Europe, parce que l'Europe, c'est pas une nation. Pour le moment, c'est pas une nation. Et bon, on peut se demander si elle a vocation à devenir une nation, si c'est pas un autre modèle politique, un autre modèle d'espace politique. Est-ce que justement les Européens, à travers la lecture de votre livre, pour vous, acceptent vraiment leurs différences? Est-ce qu'avec leurs différences, peuvent construire un projet commun à travers les différents points de vue que vous avez dans le livre? Parce que c'est tout à fait différent, essentiellement d'Europe de l'Est. Oui, je crois que les différences n'empêchent pas d'avoir un projet commun. Bon, si les différences empêchaient d'avoir un projet commun, il n'y aurait aucune nation. Au XIXe siècle, la différence entre les gens de Marseille et les gens de Lille était aussi grande que les différences qu'il peut y avoir maintenant avec le développement des transports, etc. Les distances physiques et culturelles étaient aussi grandes que ce qui peut exister entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Bon, le projet national ne s'est pas construit sur une similitude culturelle absolue, mais sur un projet politique, sur une culture politique, mais pas sur une culture au sens mœurs et coutumes. Non, mais je crois qu'il y a une autre dimension, c'est que cela dépend des générations. Si vous prenez des générations qui sont nées juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment une certaine difficulté à construire un projet commun. Mais regardez comment vivent les jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de points communs entre la jeunesse allemande, la jeunesse française, la jeunesse italienne, c'est-à-dire que petit à petit, je crois que la jeunesse est en train de construire l'Europe. Donc l'Europe, c'est pas quelque chose qui peut se fabriquer entre la poire et le fromage. Ça suppose malgré tout... C'est l'auberge espagnole, je sais pas pourquoi vous mettez les Espagnols là-dedans. Non, mais vous n'avez pas vu les films. Mais ça veut dire que malgré tout, il faut avoir un peu de patience et l'Europe se construira naturellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les frontières disparaissent, où il y a des intérêts communs qui se manifestent, il est évident que la culture suivra et qu'il y aura des modes de vie qui sont déjà communs à une grande partie de l'Europe. Mais ne soyons pas trop pressés. Pour l'instant, l'Union européenne vient d'intégrer la Roumanie et la Bulgarie. On ne peut pas dire que la Bulgarie et la Roumanie soient vraiment au cœur de l'Europe, mais elles y viendront. C'est une question de patience. Donc, réinvitez-nous d'ici quelques années et vous verrez que nous serons infiniment plus optimistes. Et pour les 30e anniversaire. Et non, mais en même temps, il a la question, à mon avis, essentielle, j'ai fait le lien aussi avec Elie Barnavi, et la question du poids politique de l'Europe aujourd'hui. Parce qu'Elie Barnavi vient de sortir un petit livre concernant la paix américaine au Proche-Orient. Et beaucoup de personnes de monde auraient aimé aussi que l'Europe
prennent parti aussi dans les choses qui arrivent ailleurs que sur leur continent. On a l'impression que l'Europe aujourd'hui, pour moi, le poids politique n'est pas quand même essentiel dans le monde aujourd'hui. Non, le poids politique, d'abord, s'accroît, parce qu'avec le traité de Lisbonne, il y aura davantage d'unité sur le plan de la politique extérieure. Et d'autre part, il y a malgré tout des freins à cette unité qui s'expliquent par le poids de chacune des nations, et notamment des grandes nations. Car il est évident que la diplomatie française n'est pas identique à la diplomatie britannique, qui n'est pas identique à la diplomatie allemande. Mais il faudra un ministre des Affaires étrangères européen, peut-être. Il arrivera un temps, je ne sais pas quand, il arrivera un temps où ces projets-là fusionneront. Et à ce moment-là, peut-être l'Europe exercera-t-elle une plus grande influence. Puis il faudrait aussi que les Européens acceptent certains sacrifices, c'est-à-dire que, par exemple, ils consacrent davantage de leur produit intérieur brut aux dépenses militaires. Alors ça peut choquer, mais si vous voulez agir dans le monde, il faut avoir une puissance militaire. Si vous n'en avez pas, il vous reste la puissance verbale, mais ça, c'est pas suffisant. Mais l'Allemagne, il faut signaler, il a des troupes en Afghanistan aujourd'hui. Oui, mais des troupes qui ne sont pas chargées de combattre. Oui, mais pas en tant que... Mais c'est la première fois, en effet. La première fois, donc c'est quelque chose qui a beaucoup changé.